On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour Alice, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Bonjour les filles. Donc pour cet épisode, on a décidé de parler des épouvantards et de tout ce qui est lié à la peur. Donc quand on va droit au but, Alice, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un épouvantard et quelles sont un petit peu ses modalités? Oui, avec plaisir. Alors bon, un épouvantard, juste pour resituer le contexte peut-être, la première fois qu'on en voit un, c'est dans Le prisonnier d'Azkaban, dans la classe du professeur Lupin, et où on a le cours donc sur n'importe quoi, sur les épouvantards. Et donc un épouvantard, si on revient à la définition, euh, donc un épouvantard, c'est une créature qui prend l'aspect de la chose en quoi on a le plus peur. Ça, c'est tel que c'est décrit, en tout cas dans les films et dans les livres. Après, si on creuse un petit peu plus, en fait, de manière sorcière, on va dire, c'est classifié dans la communauté sorcière comme un non-être. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un non-être, Lucie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Un non-être, ça va être comme par exemple un détraqueur ou l'esprit frappeur. C'est une créature qui n'a jamais été vivante à proprement parler et qui prend racine dans les émotions humaines. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, symboliquement, en fait, d'avoir des créatures comme ça. Donc, c'est pas voilà, c'est la différence entre ces créatures-là, donc effectivement, l'esprit trappeur, le détraqueur, l'épouvantard, et par exemple, des fantômes. Les fantômes, c'est des créatures, en fait, c'était des êtres vivants qui sont morts à un moment. Et il y en a d'autres, des créatures comme ça, et là, en fait, on n'est pas du tout dans ça, il n'y a jamais eu de vie à l'intérieur. Donc, ça change totalement le concept, en fait, et je trouve ça hyper intéressant de se dire que c'est comme tu dis, les émotions qui vont créer cette forme-là, cette créature-là, en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, c'est un non-être pouvant changer d'aspect à volonté, qui prend toujours la forme la plus effrayante possible, en puisant dans ses peurs, enfin dans les peurs de la personne en face et peurs les plus profondes. La plupart du temps, c'est une phobie. Est-ce que, Alice, tu savais que l'épouvantair n'apparaît pas dans le livre Le bestiaire des animaux fantastiques de Norbert, enfin de Newt Scamander, dans le livre? Alors non, je savais pas. Et d'un autre côté, ça m'étonne pas tant que ça parce que effectivement, c'est pas un animal en fait. C'est pas une Mm. forme de vie. Donc c'est pas vraiment voilà, il n'y a pas eu de vie à l'intérieur, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, je suis d'accord, et sur ce point-là, ça m'a pas étonnée. Mais d'un autre côté, je trouve ça étonnant, euh, car normalement, il y a la classification de chaque créature dans les animaux fantastiques. Et donc là, on n'a pas de classification pour les épouvantards, alors que, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une créature, un non-être très dangereux. Mm, carrément. Est-ce que tu peux me dire quelles sont du coup les modalités plus liées à l'épouvantair par rapport à ces changements de forme, comment ça marche, etc. Donc en fait, la forme qu'il va prendre, ça va dépendre de la personne qui va se rapprocher de lui. Et la personne qui est la plus proche de lui, en fait, il va choisir de se transformer en ce qui lui fait le plus peur. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça se nourrit de la phobie finalement de la personne. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as une personne qui va être proche de l'épouvantail, bah, du coup, il va se transformer en la chose qui lui fait le plus peur. Mais si jamais c'est une autre personne qui s'approche et que la première recule, bah, du coup, il va se retransformer en quelque chose de différent. Et tu sais quel est le bruit qui est fait, qui est émis quand un épouvantail change de forme? Crac, non? Pas quelque chose comme ça? Non, c'est un bruit semblable à un claquement de fouet. Et donc, du coup, les changements de forme des épouvantards, comme tu l'as dit, ils sont instantanés à Ok. partir du moment où la personne passe devant. Oui, il n'y a Et pas une transformation progressive, c'est ça que tu veux dire? oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu sais comment ça marche quand un épouvantail il se retrouve devant un groupe de personnes? Mais c'est ce qui se passe dans le cours du professeur Lupin en troisième année, c'est que
Si jamais l'épouvantair est face à plusieurs personnes en même temps, en fait, il peut pas se transformer en toutes les choses auxquelles les différentes personnes ont peur en même temps, puisqu'il peut prendre qu'une forme à la fois. Et donc, il va falloir qu'il choisisse. Donc, soit il va faire peur qu'à une seule personne, soit, je crois que c'est dans ce cours-là où le professeur Lupin, il dit qu'il a vu un épouvantair se transformer en essayant de faire peur à deux personnes en même temps et qui s'est complètement loupé parce qu'il s'est transformé en demi-limace, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, bravo. C'est tout à fait ça. Quand il est devant un groupe, l'épouvantair, il est mis en difficulté. Il prend plus de temps à choisir la forme définitive pour effrayer tous les individus en face de lui. Et du coup, il finit, comme tu dis, par mélanger en fait les différentes peurs de chacun, ce qui donne des fois un résultat encore plus effrayant ou encore plus drôle. Hmm. Et donc notamment, il va prendre, comme tu disais, en 1993, Lupin, il donne à ses élèves l'exemple d'un épouvantail qui hésitait entre une limace anthropophage et un cadavre sans tête. Et donc du coup, ça devient une demi-limace. Donc bravo pour cette belle mémoire. Ouais, je me souvenais pas des deux formes des deux choses qui faisaient le plus peur aux deux personnes, mais j'avais le résultat final en tout cas parce que la demi-limace, je me suis toujours dit que c'était pas quelque chose qui m'effrayait particulièrement. Non, mais en même temps, qui me ragoûte pas spécialement non plus. C'est sûr. Et du coup, j'ai une question pour toi, un peu à l'inverse de ce que tu viens de demander. Donc, tu partageais que effectivement, qu'est-ce qui se passe quand J'ai du mal avec les détraqueurs et les épouvantards, alors je préviens que je risque de confondre plusieurs fois. Euh, je dois être dyslexique des épouvantards, je pense. Qu'est-ce qui se passe si jamais un épouvantard se retrouve devant personne, en fait, qu'il est isolé? C'est-à-dire qu'il est isolé tout seul dans une pièce avec du monde, etc. Ouais, ou par exemple, quand il est dans la penderie avant de sortir et qu'il n'y a personne autour. Oui, ok. Bah, en fait, on connaît pas l'apparence véritable de l'épouvantail. Elle est inconnue. Et, et par contre, elle peut changer en un instant dès que quelqu'un se trouve devant elle afin de prendre sa peur. Mm. Mais pourtant, moi, je pense que je connais une personne qui connaît la forme originale de l'épouvantail. Bah, en fait, Maugrey Folleuil, on le voit dans Harry Potter 5, chapitre 9, au Square Grimaud. Il regarde dans un secrétaire avec son œil magique sur les conseils de Molly qui dit qu'il y a quelque chose. Et il confirme la présence d'un épouvantail à l'intérieur du secrétaire. Mais en fait, nous, on ne connaît pas la vraie forme de l'épouvantail. Et on ne sait pas si elle en a une réellement. On ne sait pas ce que Maugrey Folleuil voit. Est-ce qu'il voit une forme précise ou est-ce qu'il voit juste une densité de présence ou enfin, comme une sorte de nuage de fumée? Ça, on ne sait pas. Est-ce que Ouais. toi, tu as une idée? Bah non, c'est vrai que c'est vraiment le grand mystère en fait de quelle est la forme originelle des épouvantaires. Et effectivement, qu'est-ce que Maugrey voit exactement quand il regarde dans le secrétaire, on ne sait pas trop. Moi, je me suis toujours demandé si finalement, peut-être qu'il voyait son propre épouvantail en fait. Peut-être que, je sais pas si l'épouvantail en fait, il capte que quelqu'un le regarde, tu vois, ou pas. Ouais, c'est intéressant, je sais pas. Parce que je pense qu'à partir du moment où, enfin, la définition de l'épouvantail, c'est que il prend la peur de quelqu'un quand il se trouve devant lui. Sauf que là, il le regarde de loin avec son œil magique. Donc, comme en plus, il n'est pas face à lui parce qu'il y a un meuble, au moins le tiroir du secrétaire qui les sépare, je suis pas sûre qu'il prenne sa peur. Ouais, enfin, c'est une question insoluble pour le coup. Faudrait qu'on pose la question À J.K. à Rowling, JK, ouais. Peut-être le jour où on l'invitera sur notre podcast. peut-être. On va se commencer une petite liste de questions. Je pense qu'on en aura plusieurs au fur et à mesure. Ouais, sans doute. Alice, est-ce que tu peux nous dire la localisation un peu des épouvantards, là où ils préfèrent vivre? Alors, ils préfèrent vivre dans des endroits sombres, dans des coins. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça peut être effectivement dans des placards, dans des armoires ou comme ça, mais ça peut être aussi, par exemple, euh, je sais pas, dans une forêt, ça pourrait peut-être. Ou bien, je sais pas, je pense à une cave, tu vois, des endroits un peu sombres, de préférence, je pense, fermés. Ouais, moi, c'est ça qui me vient comme ça. J'ai pas révisé.
Pour le coup, j'ai fait ma préparation, mais peut-être différemment de toi. Bah, c'est bien, comme ça on n'a pas. On est bien complémentaires. Voilà, c'est ça. Effectivement, donc ils préfèrent vivre dans des endroits sombres et confinés. Donc on l'a dit, ça peut être un secrétaire, une armoire, un espace sous un lit, mais aussi effectivement dans des forêts obscures, dans des tapis ou dans des coins de rue mal éclairés. Comment est-ce qu'on sait qu'un épouvantard se trouve quelque part? Comment est-ce que Molly a le pressentiment que c'est un épouvantard qui est dans le secrétaire? Ah, je sais plus ça. En fait, ils vont faire trembler, grincer ou bouger des objets dans lesquels ils se cachent. Donc on le voit par exemple dans Harry Potter 3 que l'armoire, elle bouge. Dans le secrétaire du 12 Quadrimo, le secrétaire doit bouger aussi. Mm. Et donc du coup, pour les défier, ils vont pas hésiter à émettre du bruit pour signaler leur présence et que en fait, les personnes, les sorciers, soient intrigués et aillent voir ce qui se passe et qu'en fait, ils se retrouvent face à leur peur. Ouais, carrément. Donc on a parlé du fait que c'était un non-être, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer la nature des épouvantards? Bah, c'est pas ce qu'on vient de dire avant sur le fait que c'est un non-être. Je... Bah, en fait, c'est plus la forme qu'il peut prendre. Non, je vois pas. Euh, alors, la nature des épouvantards, c'est le fait qu'ils peuvent prendre des formes particulièrement dangereuses, on en parlait tout à l'heure, parce que l'épouvantard ne va pas se contenter de prendre les ressemblances physiques, les caractéristiques physiques de la peur, mais également ses capacités, et c'est ce qui rend la créature extrêmement dangereuse. Ah oui. Ça fait que, par exemple, l'épouvantard qui choisit de devenir un détraqueur, il va être capable de produire les mêmes sensations que le détraqueur, et ce sera toujours plus faible que un détraqueur lui-même, la créature ou le non-être. Euh, mais malgré tout, c'est extrêmement dangereux parce que ça prend ses caractéristiques physiques, ce qui va nous effrayer, mais aussi ses capacités. Alors, Et du coup, c'est... ça me donne une question pour toi. Ouais. Parce que l'épouvantaire du professeur Lupin, c'est une lune, d'une pleine lune. Alors, est-ce que ça veut dire que quand il voit une pleine lune, un épouvantaire pleine lune, est-ce que du coup, il se retransforme en loup-garou? Eh bien, c'est une bonne question. On y reviendra plus tard dans l'épisode si ça te va. Pour terminer un petit peu sur cet aspect de la définition de l'épouvantard, est-ce que tu saurais me dire quelle est l'origine euh, de l'épouvantard? Alors non, pas du tout, j'ai pas cherché. Alors, il n'y a pas de réponse unique à l'origine des épouvantards. On dit qu'ils peuvent venir de toutes choses, qu'elles soient sombres ou effrayantes. Donc, on disait des forêts, la forêt noire, euh, mais ça peut être un peu n'importe quel type d'endroit sombre, comme on le disait tout à l'heure. Certains vont dire qu'en fait, ce sont des esprits des morts. Il y en a d'autres qui préfèrent dire que ce sont des elfes espiègles ou des trolls. Il y en a d'autres encore qui vont croire que c'est juste le fruit de notre imagination, provoqué par nos peurs, euh, nos angoisses. En fait, personne ne sait vraiment d'où ça vient et on le saura probablement jamais. Mais l'origine, en fait, enfin, en anglais, épouvantard, ça se dit. Boggart. Voilà. Donc ça vient du terme boggy ou bogeyman, qui est l'équivalent du croque-mitaine ou du père Fouettard. Donc ça D'accord. a un lien avec la mythologie classique, le croque-mitaine qui est un personnage maléfique présenté aux enfants pour leur faire peur afin de les rendre obéissants. Et ce personnage, il sert souvent à marquer les interdits vis-à-vis des moments ou des lieux considérés comme dangereux, en particulier en lien avec la nuit, donc comme on le voit par rapport aux endroits sombres où l'épouvantail aime se cacher. Un croque-mitaine, il peut se dissimuler aux abords d'un cours d'eau, d'un étang, afin de noyer les personnes imprudentes. Et le croque-mitaine, il existe aussi dans l'imaginaire de tous les pays. C'est ça qui est chouette aussi, enfin, dans l'étymologie. Les noms, ils peuvent être très variables, mais il y en a quelques-uns qui vont les identifier, pardon,
On en parle beaucoup, c'est dans les mythes, dans les légendes, donc il y a une transmission orale qui se fait, qui permet à chacun d'imaginer un être plus effrayant l'un que l'autre. Ça peut être un homme, une femme, un animal. Des fois, c'est le loup qui joue le rôle de croque-mitaine. Après, ça peut être aussi, même des fois, des créatures chimériques qui n'existent pas seulement dans notre imaginaire, dans notre fantasme. Et en Gascogne, il y en a une, c'est une jambe nue avec un œil au genou. Oh là, c'est trop bizarre. Voilà un petit peu pour l'étymologie, Ah, c'est super intéressant. Merci pour ce petit point étymologique. je t'en prie. Et donc, juste pour terminer, pour les neutraliser, comment est-ce qu'on fait, Alice? Alors, du coup, on lance le sortilège Ridiculus en pensant à quelque chose à quelque chose de drôle, en fait, quelque chose qui les rend ridicules. Hmm. C'est un Et c'est enchantement, et c'est ridicule. le, et c'est le rire, après, le fait de rire de ça qui les neutralise. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un enchantement, ridiculus, qui exige une grande concentration mentale, parce qu'il faut trouver la forme la plus ridicule possible de l'épouvantard pour vaincre sa peur. Mm. Et en fait, comme tu l'as dit, en lançant l'enchantement, bah, on rigole, et donc, une fois vaincu, l'épouvantail disparaît dans une volute de fumée. Est-ce que Alice, tu veux nous dire à quel moment on voit des épouvantards dans la saga Harry Potter? Donc, la première fois qu'on en voit, c'est donc un épouvantard dans la penderie. Ça doit être le chapitre 7 si je ne m'abuse, de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai pas vérifié. Et donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, c'est le cours avec le professeur Lupin. Ensuite, un épouvantard est réutilisé dans le même tome, dans le troisième tome, pour les cours de Harry avec le professeur Lupin pour apprendre à utiliser le sortilège du Patronus. Donc, Lupin arrive à trouver un épouvantard et il le réutilise plusieurs fois comme ça. Est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'il le trouve, cet épouvantard? Parce que Dans donc, le placard, dans une armoire de Rusard, je crois, non? ouais, c'est ça, tout à fait. Et le premier épouvantard qu'il utilise pour son cours de défense contre les forces du mal, il le trouve où? Dans la salle des professeurs. Ouais, super. Ensuite, donc dans la coupe de feu, Harry rencontre un épouvantard dans le labyrinthe lors de la troisième tâche. Il pense au départ que c'est un détraqueur, et en fait, le détraqueur trébuche sur sa cape, et donc là, il se rend compte qu'en fait, c'est pas un détraqueur et que c'est un épouvantard. Et donc voilà, ça c'est sa nouvelle rencontre avec un épouvantard. Et ensuite, il y en a donc dans le cinquième tome, l'Ordre du Phénix, quand ils sont à Square Grimaud, au quartier général de l'Ordre du Phénix, dans l'ancienne maison des Blacks. Et donc à ce moment-là, Maugrey Folleuil, effectivement, confirme à Molly Weasley que c'est bien un épouvantard qu'il y a dans le secrétaire. Et donc un peu plus tard, Molly s'en charge elle-même pour essayer de faire disparaître cet épouvantard. Et elle se retrouve avec les cadavres de ses différents enfants et de Harry qui défilent et de son mari qui défilent devant ses yeux. Parce elle a beaucoup de mal à supprimer cet épouvantard. C'est ça, parce que c'est sa Voilà. peur la plus profonde de voir ses proches, sa famille morte. Ouais. Et après, de mémoire, il me semble qu'on n'en voit pas d'autres dans le 5. Je ne crois pas qu'il y ait d'épouvantards dans le Prince de Sang-Mêlé. Et je ne pense pas qu'il y en ait non plus dans les Reliques de la Mort. Tu en as juste oublié un seul dans Harry Potter 3. Lupin, il va prendre aussi un Ah oui. épouvantard pour l'examen final de défense Ah contre oui, les c'est forces. vrai. Ouais, Mais exact. bien joué. Peut-être pour partager un peu, j'avais une question aussi que je me suis posée en préparant l'épisode, Lucie. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça pourrait être, à ton avis, l'épouvantard de Voldemort? Ben, ce qu'on sait, c'est que Voldemort, il a peur, il est terrifié à l'idée de mourir. Euh, et donc, en fait, c'est un peu enfin, moi, je le vois un peu comme Lupin. C'est-à-dire que Lupin, il a peur de se transformer. Et donc, ce qui le fait se transformer, c'est la pleine lune. Donc, son épouvantard prend
la forme d'une lune, d'une pleine lune. Et, euh, et donc, du coup, je pense que l'épouvantard de Voldemort, étant donné qu'il a peur de mourir, ce serait tous ces Horcruxes, tous ces Horcruxes détruits et son cadavre, un petit peu comme Molly, non? Ouais, moi je pensais plus je pensais plus au cadavre effectivement de Voldemort parce que en plus lui qui se croit immortel et au-dessus de tous les autres, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la fin. Attention gros spoiler, mais dans la fin des Reliques de la Mort, dans le livre quand Voldemort meurt, en fait il est ramené juste à un cadavre. Et en fait, c'est un cadavre comme n'importe quel être humain, en fait. Il est ramené à ce qu'il est, en fait, c'est juste un être humain et c'est pas du tout quelqu'un qui est mortel ou quelqu'un qui est au-delà, au-dessus de qui que ce soit. Et j'aime beaucoup en fait cette fin, contrairement du coup à dans le film où il se désintègre en petites paillettes qui volent, parce que je trouve que ça le ramène vraiment dans sa condition humaine et c'est ce qu'il a cherché à fuir en fait tout le temps et ce qu'il déteste et voilà ce qui lui fait peur. Donc en fait moi je m'imagine vraiment un épouvantail de Voldemort qui serait ouais, quelque chose de l'ordre de je suis ramenée à être juste un être humain. Et donc, effectivement, lui, on sait qu'il a très peur de mourir. Donc, j'avais pas pensé aux Horcruxes détruits. Mais effectivement, ça peut être tous ces Horcruxes détruits, plus son corps Mm. inanimé au milieu. Après, je sais pas à quel point l'épouvantard peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, tu as raison, ce serait juste peut-être un cadavre. Euh, Après, ça pourrait être comme Molly, puisque Oui, Molly, c'est en vrai. fait, c'est quand elle fait Ridiculus, il se retransforme en une autre de ses peurs. Mm. Et donc, du coup, peut-être que ça pourrait être ça aussi. Ridiculus, bim, le journal de Tom Jedusor, Ridiculus, bim, le médaillon qui a été Détruit. détruit, bim, le cadavre Ouais, de Voldemort. ouais, pas mal. Alors si attends, on va pousser la question plus loin. Comme Harry est un Horcrux, est-ce qu'il verrait Harry mort? Bah, je sais pas parce qu'en fait, il ne sait pas que Harry est son Horcrux. Ouais. Donc, est-ce il peut le voir? Ah, Est-ce que ça se fait. l'épouvantard est au courant que Harry est un Horcrux? Ah, là, bah, honnêtement, je ne pense pas, étant donné que c'est un non-être et qu'il n'a jamais été vivant, il puise dans les peurs, mais du coup, j'imagine que c'est les peurs conscientes de l'autre. C'est la question en fait. C'est est-ce que c'est les peurs conscientes ou est-ce que ça peut être inconscient aussi? Et est-ce que tu vois, parce que tu disais que l'épouvantard, il est créé par l'émotionnel, mais est-ce que c'est juste l'émotionnel ou est-ce que c'est quelque chose, tu vois, de plus intérieur encore et encore peut-être plus, tu vois, lié à l'âme finalement de la Mm. personne? Je sais pas, tu vois, je me dis. Et puis alors là, imagine si jamais les Horcruxes, les différentes parties d'âme de Voldemort ont des peurs différentes, ce que ça peut donner comme bazar. Ah ouais. Il nous faudrait un petit texte là-dessus, là. On va demander un spin-off. J'ai une autre question. Si jamais un épouvantard se retrouve devant une personne, je sais plus comment ça s'appelle, les personnes qui ont plusieurs personnalités dans leur tête. Schizophrène? Merci. Si l'épouvantail se retrouve devant une personne schizophrène, est-ce que l'épouvantail prend la forme de la personnalité numéro 3 avec qui il est en contact? Ou est-ce que ce sera la personnalité numéro 4 quand il sera avec la personnalité, en contact avec la personnalité numéro 4? Comment ça se passe? Alors moi, je pense, pour le coup, tu vois que bon, une personne schizophrène, en fait, elle a une personnalité qui est mise en avant à un certain moment. Et puis à un moment, ça va être une personnalité, à un autre moment, une autre, etc. Et je pense que il va prendre la forme de l'épouvantail de la partie de cette personne qui est mise en avant à ce moment-là. Donc Hmm. si je sais pas, maintenant, là, tout de suite, l'épouvantail, il croise la personnalité numéro 3, il va prendre la forme de la peur de la partie numéro 3. Mais dans 2 heures, il va se retrouver face à la personnalité numéro 4. Il va prendre la forme de la peur de la personne numéro 4. Je pense que ça serait peut-être plus comme ça pour le coup. Hmm. Mais c'est vrai qu'on peut aller loin comme ça avec nos questions. Et puis du coup, ça revient à la question qu'on a posée tout à l'heure, mais est-ce que effectivement c'est conscient ou non par rapport aux peurs que trouve l'épouvantard? Est-ce que ça peut être un test en fait, et quand tu ne connais pas ta peur, tu te dis oh bah tiens, j'ai envie de connaître ma peur. Bon, je suis pas sûre que tout le monde se dise ça, mais Ouais, je suis pas sûre non plus. Ouais, je me ferais pas ça. si on n'a pas conscience de sa propre peur,
et que on va devant un épouvantaire, est-ce qu'il est capable de nous la trouver ou non? Hmm. Bah, je pense que oui, parce que regarde, là, c'est ce qui se passe un peu avec Harry. Bon, pas tout à fait, parce que du coup, il a pris conscience avant de se retrouver devant l'épouvantaire que sa plus grande peur, c'est le détraqueur. Mais tu vois, je pense qu'à un certain niveau, oui, quand même, parce qu'il a le truc de oh, mais devant quoi je vais être? Donc, je pense que oui. Hmm, Hmm. ok. Et pour terminer un petit peu sur ces exceptions, je voudrais revenir sur, bon, canon ou pas, dans Les Crimes de Grindelwald, donc le deuxième volet des Animaux Fantastiques adaptés au cinéma. euh, Est-ce que tu saurais me dire quel est l'épouvantard de l'état Lestrange? Alors, c'est le voile. Enfin, elle voit le bébé qui tombe dans l'eau, quelque chose comme ça. En fait, c'est une ombre blanche avec une minuscule main humaine, et donc c'est le corps de son demi-frère, Corvus Lestrange V, qui s'enfonce dans l'océan Atlantique. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas la peur de l'État, je pense. Je pense que c'est l'origine de sa peur, son épouvantard là qu'elle voit. Bah, en fait, c'est bizarre parce que c'est pas pour moi, c'est même pas une peur, c'est un trauma en fait. Bah c'est ça. Donc c'est là que pour moi j'ai du mal avec cette partie-là, c'est parce que pour moi c'est pas vraiment ça peut pas, enfin voilà, c'est pas une peur en fait. Je vois pas comment est-ce que tu peux avoir peur je sais pas, d'un événement qui s'est déjà passé quoi. Parce que en soi, quelle serait sa vraie peur qui se cache derrière cette image? Pour moi c'est plus en lien avec sa culpabilité en fait, parce que du coup elle se sent coupable de l'avoir tué d'une certaine manière. Peut-être la peur d'être découverte, je sais pas. Et parce que dans ce cas, effectivement, si c'est sa culpabilité, le fait d'avoir peur d'être découverte, euh, en fait, on ne peut pas réellement représenter cette peur-là. Et donc, du coup, peut-être que c'est comme ça et que quand c'est trop abstrait, ça va prendre la forme de l'origine de la peur. Et sauf que ma question aussi, c'est comment est-ce qu'elle va faire pour tourner cette peur, ou du coup l'origine de cette peur, en ridiculus? Est-ce que c'est possible? Parce que si effectivement on part du principe que c'est un traumatisme, Mm. est-ce qu'il est possible de rire d'un traumatisme? Ouais, bah enfin, c'est pour ça que pour moi, tu vois, l'épouvantaire de l'État, enfin, pour moi, c'était une mauvaise idée en fait de montrer ça dans les films parce que pour moi, ça peut pas être un épouvantaire en fait. Enfin, ça correspond pas au canon de ce qu'on connaît dans les livres d'un épouvantaire. J'adore les animaux fantastiques hein, et puis toute cette série de films, mais il y a des choses, il y a quelques petits trucs comme ça qui me semblent très incohérents et ça en fait clairement partie pour moi. Donc, j'ai pas de réponse à t'apporter à part pour moi c'est pas canon ça. Bah, moi je pense que ça peut être canon, mais j'y reviendrai après ma question. Alice, quel serait ton épouvantard? Voilà. Et ben l'épouvantaire de Ron me parle bien quand même hein, parce que moi et les araignées ça fait deux donc c'est clair qu'une araignée géante voilà. Après j'aime pas tous les trucs d'horreur, les trucs un peu glauques comme ça me bleh. Enfin, parce qu'après c'est plus du dégoût que de la peur peut-être. Eh, ouais les trucs des araignées quand même hein. Et donc si jamais tu te retrouvais face à ton épouvantard et qu'elle prenait la forme d'une araignée, comment est-ce que tu la tournerais en ridicule? Je n'en ai pas la moindre idée, très cher. Et toi? Bah, moi j'y ai réfléchi et je me suis dit, bon, on est à peu près pareil, j'ai aussi peur des araignées. Donc j'ai essayé de me demander quelle forme ça pourrait prendre. Je suis pas sûre, parce que je trouve que c'est compliqué en fait de savoir comment rire de quelque chose qui te fait peur profondément. Ouais, Moi je l'aurais vu avec peut-être un seul œil au lieu de huit, au ok. lieu de huit pattes, l'avoir un peu qui glisse et donc du coup en fait elle fait du surplace. J'hésitais entre du surplace ou alors qu'elle se déplace un peu comme un escargot vraiment très lentement en rampant, mais qu'en gros elle peut plus avancer et qu'elle ait une couleur totalement absurde, genre du rose flashy. Mais après en fait
Euh, je me suis demandé, effectivement, si jamais je me retrouvais face à un épouvantail, quelle forme ça prendrait? Est-ce que c'est vraiment une araignée, quelque chose qui me fait peur? Mais est-ce que c'est pas quelque chose de plus profond aussi? Mm, ouais. Et donc, notamment, je me suis posé la question mais dans ce cas, ça devient abstrait, de la peur de l'abandon. Mm. Et donc, du coup, je me suis demandé comment est-ce que je la tournerais en ridicule. Et donc, pareil, j'ai pris la métaphore de Lupin en disant, bah, il a peur de se transformer, donc ça devient la pleine lune. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'imaginais, moi seule sur une montagne, parce que l'abandon, du coup, c'est se retrouver seul. Et du coup, pour en triompher, eh ben, je suis seule au sommet d'une montagne parce que j'ai accompli tout ce que je souhaitais. Mm, intéressant. En fait, c'est intéressant, tu vois, ce que tu poses aussi comme question en termes de complexité peut-être de la peur. Je pense que ça dépend aussi du niveau de maturité peut-être émotionnelle. Et puis c'est vrai que dans Harry Potter 3, on se retrouve avec des adolescents de 13 ans qui ont des Mm. peurs peut-être encore d'enfants finalement, et qui restent des peurs simples. Mais c'est clair que je suis d'accord avec toi et j'ai dit les araignées parce que je trouve que c'est le plus facile en mode, ah oui, je sais que j'ai peur des araignées. Mais c'est clair que, en fait, je pense que plus tu grandis, parce que j'ai pas envie de dire vieillir, plus tu vieillis, plus tu as des peurs, oui, beaucoup plus abstraites ou plus profondes, qui vont être plus importantes finalement que des peurs plus superficielles. Mais hyper intéressant en tout cas. C'est pour ça que moi, la question que j'aurais pour vous, les auditeurs, le devoir un petit peu que je vous donne si jamais vous voulez prendre cette initiative, quelle est votre peur la plus profonde, ce qui vous effraie le plus au plus profond de votre être? Et ensuite, comment est-ce que vous pourriez tourner cette peur profonde en dérision afin de pouvoir en rire? Et effectivement, c'est d'autant plus compliqué quand c'est quelque chose qui est abstrait, parce que ça n'a pas une vraie apparence. C'est-à-dire que l'araignée, il existe plein de types d'araignées différentes, mais donc on va choisir celle qui nous fait la plus peur, celle qui nous peut-être dégoûte le plus, je ne sais pas. Mhm. Où on repense à un moment où on s'est retrouvé face à une araignée, et c'est la fois où ça nous a fait le plus peur, quoi. Ouais. Mais la peur, par exemple, pour moi, de l'abandon ou de la transformation pour Lupin ou quoi, elle n'a pas de vraie forme, de vrai visage. Et donc, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on la représenterait, cette peur, comment elle nous apparaîtrait et comment on pourrait la surmonter et en rire. Merci pour cette parenthèse psychologique hyper intéressante en tout cas. Eh bien, je t'en prie. Euh, moi, j'aimerais aborder avec toi le côté plus philosophique en fait de ce que représente un épouvantail. Parce que bah oui, en fait, concrètement, tu te retrouves face à un épouvantail, donc tu te retrouves face à ta plus grande peur, donc quelle qu'elle soit, comme tu l'as dit. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans le concept même voilà, je vais recommencer. Dans le concept même de l'épouvantail, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te rends compte que l'interlocuteur ou l'observateur va agir sur le process, en fait. C'est comme si, du coup, à partir du moment où tu interviens dans la situation, tu interviens euh, dans ce qui se passe, tu vas transformer cette chose. Et c'est pas juste que tu interviens, c'est juste ton regard, en fait, qui va transformer la chose que tu regardes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, en physique quantique, pour info. En physique quantique, on explique que quand il y a une personne qui intervient dans le process, quand l'observateur en fait regarde ce qui se passe, en fait, ça va changer le résultat de l'expérience. Donc là, on a la même chose en fait, puisqu'à partir du moment où tu regardes l'épouvantail, à partir du moment où tu es en contact avec lui, du coup, tu vas transformer cette réalité qui est l'épouvantail. Parce que tu interviens en fait, il est en contact avec tes émotions et donc lui, il va se transformer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant. Donc, en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, alors, il y a un petit livre qui est hyper intéressant, c'est Harry Potter à l'école de la philosophie.
Oui, de Marielle Chaillan, donc que j'ai chez moi. moi Et, aussi. on en a 2 exemplaires. Et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, elle en parle de ça. Et du coup, ça m'a permis, moi, de me poser des questions à ce sujet. Et par rapport surtout au pouvoir qu'on donne aux différentes représentations qu'il y a dans notre vie. Donc, quelles sont les représentations que j'ai, moi? Quel est l'imaginaire que je me construis dans ma tête? Et comment est-ce que je le fais devenir réel? Parce qu'au final, c'est exactement ce qui se passe avec l'épouvantair. C'est que mon imagination ou ma représentation de ma peur dans ma tête devient réelle puisque je la vois. Donc, comme tu le disais, une peur matérielle, comme la peur des araignées ou la peur du spectre du mort-vivant ou je sais pas quoi, comme la peur de l'abandon ou la peur de se transformer en loup-garou, peu importe, tu vois. Donc, ça veut dire que le réel est ce que je choisis de le faire devenir, tu vois. Ok. C'est comme si il y avait un filtre à travers mon regard et que moi, la réalité que je vais voir, c'est pas la même que toi, la réalité que tu vas voir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on revient vraiment sur des notions de développement personnel, de justement, tu sais, on parle souvent de la pensée créatrice, de notre dimension créatrice en tant qu'être humain, et que en fait, on est créateur de notre réalité. Et ça, on le retrouve exactement avec l'épouvantail, puisque je crée la représentation qui devient réalité en fait dans la matière. Je crée ma propre peur qui devient vraie en fait avec l'épouvantail. Très intéressant. Et donc, du coup, ça te demande d'avoir tout un travail, étant donné que tu as créé cette représentation, que tu es créateur de cette dimension-là, de faire le travail inverse, en fait, et de dire comment est-ce que je fais pour transformer cette représentation, puisque je l'ai créée, je peux la transformer aussi, et comment est-ce que je peux faire pour faire un travail de distanciation avec cette représentation et la transformer en autre chose. Et c'est là, et c'est là que je me dis que quand même, le sortilège de Ridiculus, on ne se rend pas compte, cet enchantement, à quel point il doit être hyper dur à faire. Parce que le fait de transformer sa représentation de quelque chose, comme tu disais, hein, c'est pas évident de savoir en quoi est-ce que je transformerais ma peur pour la rendre drôle, entre guillemets, ou la transformer avec l'humour. Mais il y a vraiment ce truc de, tu vois, comment est-ce que je fais pour transformer la réalité? Comment est-ce que je fais pour transformer ma manière de percevoir les choses extérieures à moi? Et Mm. waouh, en fait, ça, c'est un truc où ça te demande énormément de travail sur toi, finalement, pour être capable de mettre ça dans la matière. Donc, Ah pour oui. moi, l'enchantement Ridiculus et le fait de combattre un épouvantail, c'est pas rien, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je m'étais penchée sur effectivement cette question de l'enchantement et, euh, et de la neutralisation de l'épouvantail, qui est donc en fait le remède, c'est affronter la peur par le rire. Et ce qui est très dur, parce que bah, en fait, donc la solution, comme on l'a dit pour lutter contre l'épouvantail, c'est de provoquer le rire en tournant en dérision la créature, ce non-être. Pour cela, du coup, il faut énormément de courage, de force mentale pour affronter cette peur en pensant à la forme la plus absurde possible. Et le message fort que moi j'envoie qui se dégage, c'est qu'il faut savoir rire de ces peurs pour les faire disparaître. Et sauf qu'en fait, la peur, biologiquement, c'est un instinct de survie et ça permet aux animaux d'éviter des situations dangereuses pour se protéger eux-mêmes ou leurs enfants, etc. Ouais. Et, et donc, par exemple, bah, pour un animal, le principal objet de la peur, c'est un prédateur. Mais la peur, du coup, elle va induire un sentiment de danger imminent qui peut entraîner un blocage de la pensée. Et donc, en fait, il y a deux types de réponses possibles à la peur, la fuite ou la défense pour les plus téméraires. Mm. Et donc, du coup, en fait, dans nos sociétés, il n'est pas courant de rire de sa peur, parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui nous terrifie vraiment profondément, rien qu'à l'idée de la pensée de cette chose elle-même. Mm. Parce qu'au final, la peur, c'est une sorte de protection. Et donc, le but, ça va être de garder la protection pour pas se mettre en danger, mais sans en être tétanisé, pour pas qu'elle nous empêche d'avancer, mais qu'au contraire, elle nous aide à aller au-delà de tout ça. Mm. Carrément.
Donc, en gros, le résumé qu'on peut dire, c'est que le remède à la peur, c'est la joie, finalement. Mm. La joie, le rire. Mm. En fait, c'est aussi une manière pour moi, tu vois, pareil, si on revient plus sur le côté peut-être développement personnel, mais en fait, souvent, une peur, euh, c'est des peurs qui vont pas être présentes maintenant, en fait. C'est des choses qu'on va s'imaginer, et notamment en lien avec le futur, par exemple. Donc, qu'on anticipe, qu'on imagine de ce qui peut potentiellement arriver, etc. Alors qu'en fait, quand tu reviens dans le ici et maintenant, aujourd'hui, dans le présent, en fait, tout va bien. La peur, elle disparaît. Et Mm. finalement, justement, le rire, la joie, c'est des émotions que tu peux vivre maintenant, en fait, et qui peuvent venir remplacer, alchimiser d'une certaine manière, en fait, les autres émotions qu'il y avait avant, et notamment la peur qu'il y avait en amont. C'est vrai, quand on y réfléchit, en fait, les peurs, en tout cas abstraites, que l'on peut voir dans Harry Potter, elles n'ont rien à voir au maintenant, ici, présentement. Quand on pense par exemple à la peur de Molly, qui est de voir sa famille décédée, ben en fait, c'est pas le cas maintenant, on profite de maintenant. Si jamais on voit Lupin avec... bon, je prends les mêmes, hein, mais parce que c'est les abstraites, et pareil pour l'état Lestrange. En fait, c'est Après, tout, c'est soit ça appartient au passé ou au futur. ouais, après, tu vois, par exemple, moi, je pense à l'examen de défense contre les forces du mal dans Harry Potter 3, où Hermione, son épouvantail, se transforme en McGonagall qui lui dit qu'elle a tout loupé. En fait, c'est Ouais. sa peur du moment, mais finalement, enfin, c'est pas sa plus grande peur. Et je pense que peut-être aussi, ça dépend de ce qu'il y a de plus présent sur le moment, et peut-être que la peur se transforme aussi, que l'épouvantail se transforme, parce que, encore une fois, bah, on crée nos propres réalités, et en fonction des émotions qui sont plus présentes sur l'instant, peut-être que ton épouvantail va prendre soit la forme de McGonagall, soit la forme d'autre chose, en fait. Euh, alors, c'est possible, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que au final, la peur profonde d'Hermione, c'est pas d'échouer Oui, oui. et que Et en donc, fait, du c'est coup, c'est juste une représentation de l'échec dans ce cas. voilà, Oui, parce que c'est peut-être, l'échec le plus proche probable, mais carrément. au final, elle a peur d'échouer ses buses, ses aspics, d'échouer sa carrière, je ne sais pas. Ouais, t'as raison. Mm, tout C'est à fait. possible. Merci. Mhm. Il y a autre chose que je vois, moi aussi, sur le message un peu, enfin, en tout cas, une interprétation de l'épouvantail. C'est, en fait, finalement, ça fait partie de ces créatures, non-êtres, pour le coup, qui créent une espèce de confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et Ouais. donc, du coup, se poser la question, en fait, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un effet de mon imagination? Et pour moi, je le mets vachement en parallèle avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est une réflexion voilà, de 2023, hein, mais je trouve que c'est des questions qu'on peut se poser hein, finalement de plus en plus aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, parce que euh, avec cet outil-là, l'intelligence artificielle, le non réel devient réel beaucoup plus facilement en fait. On fait croire, on fait croire à notre imagination des choses. Euh, donc c'est hyper facile de transformer des images, de créer des films, enfin de transformer un décor, etc. Et donc de transformer en fait la réalité en quelque chose d'autre. Mm. Donc moi je fais parallèle avec l'épouvantail dans pareil cette notion de quel est le lien entre ma représentation et la réalité. Euh, Comment est-ce que je fais pour transformer l'un en l'autre ou alchimiser les deux? Voilà. Mm. Ouais, c'est C'est vrai, vrai. c'est intéressant. Merci. Et je crois qu'Alice, tu voulais aussi nous parler de l'épouvantail de Harry sur un point de vue philosophique, Ouais. Donc bah, tu te souviens ce que c'est que l'épouvantail de Harry? les détraqueurs. Ouais. Et est-ce que tu te souviens un peu ce qu'il explique le professeur Lupin par rapport à ça? Il dit que c'est très sage parce que la peur de Harry, c'est avoir peur de la peur. Ouais. Et t'en penses quoi, toi? Ben, je sais pas, je me suis beaucoup questionnée en fait sur cette phrase et je crois que je la processe encore, encore aujourd'hui parce que j'ai pas,
comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, je sens qu'il y a un message derrière que j'ai pas encore entièrement capté. Mm. En fait, moi, je me suis posé la question parce que finalement, le détraqueur, quand on va regarder ce que c'est plus, en fait, il se nourrit de la joie de la personne et il va provoquer de la tristesse et du désespoir chez la personne. Et donc, en fait, finalement, l'interprétation de Lupin, c'est que l'épouvantaire de Harry, c'est la peur, qu'il a peur de la peur elle-même. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec Lupin, en fait. Euh, Parce que pour moi, Harry, il a peur de la représentation de la tristesse et du désespoir, tu vois? Et pour moi, c'est pas la même chose que la peur. Ouais, je suis Tu, d'accord. tu vois, si par exemple, si pour le coup, imagine Harry, il avait peur de la peur elle-même, peut-être que en fait, son épouvantail se transformerait en épouvantail. Et ça, on reboucle sur notre débat de tout à l'heure. Peut-être qu'on verrait Ouais, enfin la forme originelle de l'épouvantail. Mais pour moi, en fait, le détraqueur, Euh, en fait, le détraqueur, c'est une représentation de la tristesse et du désespoir. Après, ce qui est intéressant, c'est que le détraqueur, c'est un peu l'anti-bonheur ou l'anti-joie. Et du coup, en fait, il y a une opposition qui est créée entre la joie et la peur. Mais moi, je le verrais plus, en fait, entre carrément l'amour et la peur. Et là, on peut reboucler, pour le coup, avec la nature même de Harry, qui est très très liée à l'amour. Peut-être que je pense que ça serait intéressant qu'on parle de l'amour dans Harry Potter une prochaine fois, parce que c'est quand même un beau fil d'or de ce livre. Mais c'est très souvent, en fait, pareil, dans les notions de médecine traditionnelle chinoise, par exemple, de mettre en opposition l'amour et la peur, en fait. Et, et je trouve ça intéressant, en fait, de se dire que finalement, peut-être que la peur de Harry, c'est de ne plus avoir l'amour, tu vois. ouais, c'est possible. Parce que finalement, Harry sans amour aurait pu devenir Voldemort. Ouais. Sans amour et sans joie, sans raison de vivre, parce que malgré tout, enfin, c'est l'amour au sens large, l'amour de ses parents, de sa famille, de ses amis, de la vie. Tout à fait. Mm. Voilà, Bah, merci Alice pour cette petite, ce petit moment philosophique. avec plaisir. Ok, ben voilà, c'était un épisode très intéressant, avec des débats passionnés qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps, je pense. Moi, je suis intéressée aussi pour avoir votre avis, à vous qui nous écoutez, sur ces sujets-là, en fait. C'est vrai que, ouais, peut-être connaître votre épouvantail, mais surtout aussi ce que vous en pensez sur ces notions de représentation, de personnification aussi, des peurs, etc. Voilà, si jamais vous avez des réflexions à nous partager, vous pouvez le faire. Ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Ouais. En tout cas, c'était un épisode beaucoup plus riche que ce que je pensais à la base quand on a dit qu'on aborderait ce thème. C'est sûr, Et effectivement, encore une fois, on est assez complémentaires dans nos recherches. carrément. Donc merci à toi Alice et merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.